Depuis le 6 août dernier, Rio vibre au rythme des compétitions olympiques. Avec 28 disciplines et plus de 10 000 athlètes, ces Jeux, les premiers en Amérique du Sud, offrent un programme sportif alléchant. Alors que plusieurs polémiques ont émaillé l'organisation de ces Olympiades, alors que le pays traverse une crise politique, sociale et économique, et même s'il y a encore quelques ajustements à faire, organiser ces Jeux à Rio relevait d'un défi, un défi relevé haut la main selon Denis Masseglia. Ils sont partis avec quelques handicaps, une crise sanitaire, une crise économique, une crise politique. Et finalement, malgré toutes les critiques, ils vont faire des jeux absolument extraordinaires. Donc il y a un peu la magie du site, il y a la magie des jeux, mais il y a aussi l'authenticité et la chaleur des Brésiliens. Ça, je crois que personne ne peut le nier. Le public a en effet bel et bien répondu présent. Chacun d'ailleurs affiche fièrement son patriotisme à l'approche des différents sites. La planète entière est focalisée sur ces Jeux, c'est fantastique. Quand on voit tous ces athlètes cohabiter ensemble ici au village olympique et bénéficier d'installations vraiment adaptées, on peut dire que Rio véhicule l'olympisme à travers le monde. Avec un coût de plusieurs milliards d'euros, ces Jeux olympiques à Rio étaient attendus au tournant. La cérémonie d'ouverture avait déjà donné le ton d'une olympiade prometteuse avec une ambiance dont seuls les Brésiliens ont le secret. Même si plusieurs sites attendent encore de séduire le cœur des cariocas, ces Jeux ont plutôt fait un bon début. Bonjour Damien. Comment vas-tu? Ça va? Bien et toi? On va aller se mettre en place. Avec plaisir. Il s'appelle Damien Despraleral. Il faisait partie des 6 athlètes de la délégation monégasque aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il avait alors 38 ans. C'est sur son laser que le monégasque a représenté la principauté. Porte-drapeau à la cérémonie de clôture, il a savouré chaque instant de cette belle expérience humaine et sportive. Il se remémore pour nous ses souvenirs olympiques. C'était tout simplement à ce moment-là l'un des plus purs instants de bonheur que j'ai pu avoir dans ma vie. Je rêvais de ça depuis toujours, depuis tout petit. J'ai vu l'ouverture des Jeux Olympiques de 1984, ce qui m'a fait rêver à Los Angeles. Et je me suis dit un jour, j'aimerais faire partie de ce grand événement du sport. Et le jour où j'ai appris cette sélection, ça a été un long moment d'attente pour l'officialisation et une joie intense. C'est un moment inoubliable que je souhaite que tous les athlètes puissent connaître. C'est quelque chose de merveilleux, de grandiose. Vous rentrez dans un stade olympique avec déjà tous les autres sportifs de votre nation. Vous représentez votre pays. Et lorsque vous pénétrez dans l'enceinte gigantesque devant 80 000 personnes d'un stade comme ça, c'est tout simplement magique. Ce sont des moments merveilleux. J'ai dû arriver un petit peu en avance avant le début des Jeux Olympiques puisque j'ai eu 3 jours d'entraînement avec un bateau qui m'a été fourni sur place. C'est la même procédure pour tout le monde, on ne connaît pas notre matériel avant, on doit arriver quelques jours avant pour pouvoir l'essayer. J'ai eu la chance de pouvoir l'essayer un tout petit peu avant de devoir partir sur Londres puisque j'étais délocalisé dans le sud de l'Angleterre pour pouvoir naviguer. Je suis revenu sur Londres pour l'ouverture des Jeux et juste le temps de la soirée, cette magnifique cérémonie, un retour ensuite au sud de l'Angleterre pour enfin ma première journée de compétition et ça a duré quand même 5 jours d'affilée avec tous les jours 2 courses par jour. C'est un championnat qui a été long, éprouvant physiquement puisque très physique sur la durée, mais on n'en ressort que grandi. C'est le rêve absolu, certains le qualifient du Graal. Effectivement, ça ressemble un petit peu à ça, c'est complexe de pouvoir le définir chacun avec des mots, mais oui, c'est le but absolu, c'est le sommet. Et de côtoyer aussi d'autres athlètes, d'autres nations, d'autres grands champions.
Vous les rencontrez tous les jours, vous avez plus pour nous l'habitude de les voir à la télévision. Donc d'un seul coup, quand vous êtes dans le restaurant du village olympique, vous avez près de 8000 personnes qui sont là en train de prendre leur repas. Et que d'un seul coup, tout le monde s'arrête de parler, puisque vous avez quelqu'un comme Usain Bolt ou Venus Williams qui rentre à ce moment-là dans le restaurant, que toutes les têtes se tournent. Oui, ce sont des moments d'émotion auxquels vous ne vous attendez pas forcément, mais qui vous feront forcément apprécier plus que toute autre chose ces instants magnifiques. Bien entendu, on les ressent avant tout le respect de tout autre, de tout athlète, même du corps arbitral, des organisateurs, sans qui rien n'aurait lieu. C'est un moment de communion intense dans ce milieu du sport. Je suis toujours dans le milieu. J'ai fait une reconversion en tant que sportif de haut niveau. J'ai passé un diplôme de directeur de structure sportive dans notre milieu de la voile. J'ai continué ma carrière après les Jeux Olympiques pendant un an pour aller jusqu'aux Jeux méditerranéens de 2013. Et je suis toujours impliqué dans le milieu de l'olympisme, notamment au sein du comité monégasque antidopage, où je suis le représentant des athlètes pour Monaco. Et je m'occupe également d'être à la commission technique pour l'organisation des Jeux des petits États, dont les prochains auront lieu à San-Marin l'année prochaine. Alors des moments, il y en a eu énormément. En garder un seul, c'est très compliqué. C'est peut-être un petit peu en décalage puisque ce n'est pas lors de ma compétition, c'était lors de la cérémonie de clôture. J'ai eu l'honneur de porter le drapeau pour la cérémonie de clôture pour Monaco. Et au moment où vous rentrez dans le stade, les lumières étaient éteintes. Je portais le drapeau, je ne voyais rien autour de moi, tout était noir. D'un seul coup, les lumières se sont allumées, 80 000 personnes autour de vous. Juste là, vous avez un petit frisson qui vous parcourt le dos. Ce moment est intense et je m'en rappellerai toute ma vie. Quelques voitures anciennes sorties de leur garage par leurs propriétaires attirent sur la place du casino le regard des promeneurs admiratifs devant ces modèles au chrome brillant et à la carrosserie impeccable. Une douzaine de Rolls-Royce et de Bentley, fabriqués par l'usine Rolls-Royce depuis 1933, participent à un événement festif, le dîner annuel du Royal Rolls Club de Monaco, avec balade dans les rues de la Principauté jusqu'à la place du Palais. Quand on a ce genre de mécanique, soit on s'en sert sur un plan professionnel, parce qu'elle est représentative d'un certain niveau, soit on se montre effectivement. Dans les deux cas, ça fait partie du jeu. Pas de GPS, pas de régulateur de vitesse, ni d'airbag. C'était aussi l'époque où le carburant n'était pas cher, mais ces voitures consommaient plus que nos voitures actuelles. Et n'accusaient pas les formes aérodynamiques des véhicules modernes. Mais qu'importe, les propriétaires et amateurs éclairés de ces modèles anciens s'attachent à vivre ensemble leur passion en valorisant ces merveilles, synonymes de luxe et d'élégance. Depuis que je suis un petit garçon, j'ai aimé le Rolls-Royce. Et ça, c'est ma troisième. La Rolls-Royce a une légende qui a 104 ans. C'est-à-dire que quand vous vous asseyez dans une Rolls-Royce, vous vous asseyez dans une voiture qui trimballe une légende de 104 ans en arrière, 104 ans de motivation, de luxe et de volupté. Monsieur Rolls et Monsieur Royce avaient l'idée de faire une voiture qui serait increvable et la meilleure du monde à la base. C'est ce qu'ils ont voulu créer. Il faut savoir une chose que je dis souvent à mes interlocuteurs, 75% du parc automobile construit par Rolls-Royce roule toujours. C'est énorme. Et si vous voulez, il n'y a aucune voiture qui pourra vous donner autant d'histoire, du moins dans cette catégorie-là. J'aime les Ferrari pour leur histoire automobile, pour le fait de l'avancée technologique qu'elles ont permis, etc. Mais la Rolls-Royce représente quelque chose d'un peu plus classieux, un peu plus posé et un peu plus haut de gamme. Tout au long de l'année, ces passionnés d'esthétique et de mécanique organisent ou participent à différents événements, comme ce rassemblement, mais aussi des sorties ou des rallyes historiques dans la convivialité et la bonne humeur. Je l'ai acheté en 1979 et depuis c'est aussi comme ma fille, c'est pareil. Et j'en prends soin régulièrement. C'est une voiture qui ne me présente pas trop de problèmes, toujours très agréable. Il y a un mot spécial quand on roule en Rolls-Royce. La question que tu posais tout à l'heure aussi, c'est quand on se sent au volant d'une Rolls, on dit on est wafted. Wafted, ça veut dire on est au-dessus. On se sent carrément au-dessus de la circulation. On est un peu comme un tapis volant, quoi.
C'est un grand plaisir de conduire une voiture comme ça. Mais ce n'est pas seulement parce que c'est un Rolls-Royce, c'est parce que c'est une voiture ancienne. Il y a des choses qui sont très spéciales avec. Et pour moi, c'est une grande espérance de conduire une voiture comme ça. Aujourd'hui, quelques 4000 Rolls sortent chaque année de l'usine de Goodwood au sud de l'Angleterre, où l'essentiel du travail est accompli à la main. Il faut par exemple 7 couches de peinture et 4 heures de polissage pour obtenir le brillant final. Un brillant qui est la marque de fabrique de Rolls-Royce. Un point d'étape concernant les expositions estivales et leur fréquentation, a commencé par le nouveau musée national de Monaco. Le NMNM présente plusieurs artistes, plusieurs œuvres. Tout d'abord avec la rétrospective de l'artiste américain Duane Hanson à la Villa Paloma jusqu'au 28 août. Tout au long de ses 40 ans de carrière, Duane Hanson a créé des sculptures hyper réalistes, grandeur nature, représentant des Américains de la classe ouvrière et des membres de la société souvent ignorés. Vous pouvez vous rendre également à la Villa Sauber dans le quartier du Larvotto avec l'exposition de Francesco Vezzoli, un projet consacré à la mythique Marlène Dietrich sur plus de 15 ans. Le nouveau musée national de Monaco propose également 2 projets hors les murs. Première installation dans les jardins de la Villa Paloma, la Folding House to be Continued, c'est le nom de cette œuvre habitable dessinée par Jean-Pascal Flavien entre architecture et sculpture. Deuxième installation, avenue de Grande-Bretagne, dans le bâtiment de la banque UBS. À l'extérieur, tout a l'air normal et pourtant l'artiste Mike Nelson a complètement métamorphosé l'intérieur avec plus de 3000 litres de peinture de couleur bleu outre-mer, la couleur symbole de la richesse. Cette installation s'intitule Clock, le manteau. Que ce soit à la Villa Paloma, la Villa Sauber ou les 2 projets hors les murs, les visiteurs ont l'air d'être au rendez-vous. C'est vrai qu'avec toute cette synergie des projets, je crois qu'on arrivait à cibler le public, un public international, un public qui connaît maintenant de plus en plus, grâce surtout aux newsletters, sites web, une presse internationale et locale qui nous suivent beaucoup. Donc les gens ils sont de plus en plus au courant de ce qu'on fait. On est très content parce que pendant le mois de juillet déjà, je pense qu'on a eu une grosse hausse de visiteurs. Je crois que nous, on est dans une bonne marge supérieure aux 30% de plus de visiteurs. Direction le Rocher et le musée océanographique avec l'exposition Taba Naba, un hommage à l'art des peuples de la mer en Australie et en Océanie. Là aussi, la fréquentation est importante. Taba Naba, c'est une exposition sur l'art indigène australien et océanien. On l'a mis en place le 24 mars, elle aura lieu jusqu'au 30 septembre. Et à ce jour, nous avons le plaisir d'avoir accueilli 290 000 visiteurs. Qu'est-ce que les visiteurs peuvent voir concrètement ? Alors, c'est un public très familial que nous avons, donc nous avons adapté l'exposition à la fois sur les origines des peuples, mais aussi sur des peintures très contemporaines et sur une façon très artistique qu'ont eu certains artistes aborigènes d'exprimer leurs difficultés vis-à-vis des déchets marins. Et donc c'est ce qu'on trouve aussi, c'est exprimé de façon très humoristique dans certaines salles. Un rendez-vous à noter au musée océanographique ce samedi et dimanche avec de la musique toujours autour de l'exposition Taba Naba. Ce week-end, on accueille pour faire vivre cette animation un concert. C'est un trio d'artistes australiens, Archie Roach, Greg Pillington et Russell Smith qui viennent nous rendre visite et qui, ce concert est donné gracieusement. Tout visiteur qui acquitte son droit d'entrée pourra en bénéficier sans aucun supplément. Donc samedi 17h30 et dimanche 18h, un joli concert à apprécier. Concernant le Grimaldi Forum, son exposition estivale est consacrée à l'artiste Francis Bacon, avec un angle inédit, l'influence de la culture française et sa période monégasque. Cette exposition présente jusqu'au 4 septembre plus d'une 60aine de ses œuvres. Le taux de fréquentation sera dévoilé ultérieurement. Et enfin, toujours au Grimaldi Forum, l'exposition rétrospective des œuvres du peintre français Robert Combas vient d'ouvrir ses portes, et ce jusqu'au 11 septembre, à découvrir une centaine d'œuvres majeures des années 80-90 autour des thèmes chers à l'artiste: l'amour, la femme, les batailles, la religion, la mythologie et la musique.
Beethoven était au programme du dernier concert donné cet été dans la cour d'honneur du Palais Princier par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Une cour d'honneur archi-comble, comme lors de chaque concert. Au programme, la 7e symphonie de Beethoven et le concerto pour piano et orchestre numéro 4 en sol majeur, opus 58, avec en soliste Philippe Bianconi, un pianiste très apprécié non seulement du public, mais aussi du maestro Gelmetti qui dirigeait ce concert. Philippe, c'est quelqu'un comme moi qui aime travailler. Donc même si on a travaillé déjà ensemble, il arrive ici 2 jours avant, on travaille, on refait la chose et je veux travailler avec des solistes. Évidemment, il y a des jeunes solistes que je commence à travailler, etc. Donc, mais toujours un peu comme si on faisait un duo de musique de chambre. Vous voyez. On ne peut pas arriver, se mettre ensemble un jour, on fait comme ça. Non, il faut travailler avec un soliste comme une symphonie. Créée en 1813, la 7e symphonie de Beethoven a été l'un de ses plus grands triomphes dans sa vie de compositeur. Dans cette symphonie, Beethoven délivre un message personnel plein d'optimisme. On a parlé, à propos de cette 7e symphonie, de Cantique des cantiques de la joie. Un vrai chef-d'œuvre, ça dépend, chaque soir, chaque moment, ça change de caractère. Ça change de sa raison d'être. C'est comme l'être humain, comme l'homme, ça change en continuation. Parce que, par exemple, Wagner disait que les derniers mouvements, c'était l'apothéose de la danse, etc. Mais on peut voir même une autre chose, une grande provocation dans cette symphonie. Mais on peut la voir aussi comme la joie, on peut la voir de mille façons. Parce que, à mon avis, le beau de la musique, c'est justement qu'il n'a pas de mots. Il utilise des mots ouverts, ça change en continuation, en changeant. Donc, vouloir à tout prix lui donner des mots, c'est un peu perdre quelque chose de le grand message de la musique. Maestro, c'est votre dernier concert en tant que directeur artistique et musical. Vous êtes chef honoraire de l'Orchestre Philharmonique. Et puis votre carrière internationale va se poursuivre, j'imagine. Bah oui, rencontrer. Je dois que maintenant je commence à avoir un peu de temps plus parce que dans ces derniers 5-6 ans que j'ai dédié beaucoup de temps à celle que je considère encore mon orchestre, donc parce que ce sera toujours dans mon cœur. C'est comme dire mon pays, mon orchestre, etc. Donc maintenant, j'ai un peu plus de temps pour moi de nouveau, donc je n'ai jamais quitté certains orchestres, mais je peux, voilà, par exemple, au Japon, ça fait 3 ans, je suis allé pendant 20 ans tous les années au Japon, et maintenant, pendant que j'étais ici, j'avais plus de temps de prendre ces longues périodes, parce que, donc, je vais pas seulement reprendre, mais encore peut-être découvrir des choses. Pour exemple, j'ai très peu dirigé en Amérique du Sud, ça m'intéresse, je vais faire une tournée l'année prochaine avec ces orchestres, on m'a dit qu'il y en a de très bonnes, voilà. Et autre chose, j'ai découvert que je n'avais jamais dirigé, maintenant j'ai découvert l'orchestre de Saint-Pétersbourg, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais toujours sans jamais quitter cet orchestre, c'est toujours dans mon cœur, on a fait tellement de travail maintenant, elle va si bien, je suis très fier de ce qui se passe avec cet orchestre. Et je serai toujours avec mon cœur près d'elle. Et justement, voilà. Merci, bravo. Merci à vous. Au revoir. L'AS Monaco est une équipe régulière, habituée à jouer les premiers rôles en Ligue 1 et devrait à nouveau être l'un des principaux concurrents du Paris Saint-Germain. Après avoir disputé le tour préliminaire de la Ligue des Champions et s'être qualifié pour les barrages de la compétition, l'ASM retrouve le championnat de France ce vendredi avec la réception de Guingamp. 3e ces 2 dernières saisons, les Monégasques visent le haut du classement et si possible la 2e place pour enfin avoir le droit de se qualifier directement pour l'arène des compétitions européennes. Du côté des supporters, l'heure est plutôt à l'optimisme. Je pense que c'est quand même une équipe sérieuse, un club sérieux. Il manque un peu de panache, mais ça vient aussi un peu de la conjoncture démographique aussi. Donc je pense. Donc voilà, mais en tout cas, le sérieux, le talent, ils l'ont.
Et donc je pense que s'ils arrivent à avoir une alchimie au niveau de l'équipe, je pense que ça peut... L'alchimie dans une équipe, c'est ce qui fait beaucoup, je crois, à tous les niveaux, quel que soit le niveau, amateur ou professionnel. Et je crois que l'entraîneur joue un rôle là-dedans, mais c'est surtout les joueurs. On parle souvent des entraîneurs, mais pour ma part, je pense vraiment que les joueurs, c'est aussi, ça leur appartient aussi, l'alchimie dans un groupe avec des cadres. Et je sais qu'il y en a ici, des cadres. Donc voilà, tout simplement. Ils sont bons au foot. Moi, je pense qu'ils peuvent aller même jusqu'à la première place. Et j'espère d'ailleurs. Tu penses qu'ils peuvent titiller le Paris Saint-Germain ? Oui, évidemment. Le club de la Principauté a été actif sur le marché des transferts cet été, surtout sur le plan défensif, où 36 millions d'euros ont été dépensés pour recruter Benjamin Mendy, Djibril Sidibé et Kamil Glik. Un investissement pour être rapidement compétitif. Pour l'instant, c'est un assez beau recrutement. En défense, c'est un peu... faudrait peut-être un peu s'améliorer. Mais après, il ne faut pas perdre les grands éléments. Fabinho qui est un excellent latéral. Moutinho qui est un excellent MOC. Enfin, milieu offensif qui pourrait partir à Porto, ce serait un peu dommage. Mais je pense vraiment que le recrutement est assez bon et il faudrait peut-être recruter un peu plus en attaque aussi. Sur le plan offensif, l'attaque devrait faire trembler les filets adverses avec les retours de près de Valère Germain et de Radamel Falcao. Après 2 saisons galères en Angleterre, le Colombien pourrait redevenir la star de la formation de Leonardo Jardim. Je pense que c'est une bonne chose. Il peut avoir une bonne attaque. Et, en fait, moi, je trouve que l'AS Monaco, c'est surtout les liens parce qu'il y a beaucoup de Portugais et d'Espagnols. Et donc, je pense que ça peut faire une bonne équipe, un bon collectif. C'est vrai que Valère Germain et Falcao, ça pourrait faire des étincelles. À Nice, il a été brillant. En espérant qu'à Monaco, il soit aussi bon, ce serait fantastique. C'est une doublette comme ça, peut-être 2 meilleurs buteurs de la Ligue 1, ce serait bien. Pour l'ouverture de la saison, Monaco est déjà confronté à de nombreux forfaits. Leonardo Jardim devra faire sans Germain suspendu et sans Falcao et Wagner Love, tous 2 blessés. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.